vraiment un grand plaisir d'être parmi vous. Puis je tiens aussi à remercier la Fondation de m'avoir invité et aussi de m'avoir remis le prix, évidemment, du meilleur article cette année. Là, je m'y attendais pas du tout, donc ça a été un très grand honneur, en fait, de recevoir le prix. Et c'est un encore plus grand plaisir de pouvoir vous présenter justement cet article-là aujourd'hui. L'article, vous allez voir, porte sur un sujet qui est encore très peu exploré, mais qui, je l'espère, va savoir vous intéresser quand même, c'est-à-dire l'indisponibilité des actions collectives dans certains domaines de droit. Ça peut vous paraître surprenant là, si vous connaissez un peu les actions collectives ou si vous lisez les médias, parce qu'on entend tellement parler d'actions collectives qu'on se dit que c'est disponible dans tous les types de litiges civils. Mais malheureusement, c'est loin d'être le cas au Québec en ce moment et ça pose, à mon avis, de sérieux problèmes d'accès à la justice. Et donc, ça rejoint un peu là, justement le sujet plus large de mes recherches l'idée de la participation citoyenne aussi dans les litiges. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'examiner un peu le problème, de voir aussi surtout quelles sont les solutions qu'on pourra envisager pour régler ce problème-là. Et on va se fonder, entre autres, sur l'expérience d'autres juridictions qui, évidemment, ont fait face à des problèmes similaires et ont décidé de permettre certaines actions collectives en matière administrative, notamment en matière de logement. Donc, sans plus tarder, commençons avec une petite mise en situation juste pour bien camper la discussion. Donc, imaginez que vous êtes un locataire dans un grand immeuble comme celui que vous voyez à l'écran, qui regroupe des centaines d'unités. Vous savez que votre propriétaire, c'est une grande société de gestion immobilière qui possède non seulement votre grand immeuble, mais aussi d'autres immeubles au Québec qui ont tout autant d'unités. Donc, ça peut aller à des milliers d'unités là, pour l'ensemble de la province. Vous signez votre bail avec cette compagnie-là et la compagnie vous demande un dépôt de 50 dollars pour les clés. Vous êtes avocat-avocate ici, donc vous le savez probablement, c'est illégal de demander un tel dépôt en vertu du Code civil du Québec. Et vous vous rendez compte de ça là, peut-être un peu plus tard et vous demandez à votre propriétaire de vous rembourser les 50 dollars. Mais votre propriétaire, évidemment, refuse. À partir de ce moment-là, quelles sont les options qui s'offrent à vous? Le recours habituel, évidemment, ça serait d'intenter une action au tribunal administratif du logement. Comme vous le savez, là, cette ancienne régie du logement, qui est maintenant tribunal administratif, c'est celui-là qui a compétence sur toutes les questions relatives au baux résidentiel, au baux de logement. Mais là, vous vous dites, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour 50 dollars d'aller devant le tribunal, de faire toutes les démarches pour faire ce recours-là? Seulement le temps que ça va vous prendre, en fait, pour aller devant le tribunal, ça va vous coûter beaucoup plus cher, en fait, que ce que vous pourriez récupérer. Et donc, en raison de tout ça, vous vous dites, peut-être que ça ne vaut pas la peine, vous laissez tomber vos droits et recours, et vous acceptez que le propriétaire conserve le 50 dollars. Jusque-là, rien de bien particulier. Ça arrive à des centaines, des milliers de locataires chaque année au Québec. Mais quelques mois plus tard, vous apprenez que vous êtes en fait pas la seule personne à avoir subi cette pratique illégale. En fait, tous vos voisins dans l'immeuble ont eu à payer le même dépôt pour les clés. Puis vous faites une petite enquête et vous réalisez qu'en fait, c'est une politique constante de votre propriétaire qui a appliqué ça à toutes ses unités au Québec et donc des milliers de personnes ont subi la même pratique. Et là, à ce moment-là, vous vous dites peut-être qu'il y a un autre moyen, peut-être qu'on pourrait en fait rassembler l'ensemble de nos recours pour mener finalement nos réclamations à l'encontre du propriétaire. Et parce que vous avez lu les journaux, vous pensez immédiatement à l'action collective. Vous vous dites, s'il y a des dizaines ou des centaines de personnes qui ont vécu la même situation, peut-être qu'on pourrait réclamer collectivement. Évidemment, l'intuition n'est pas mauvaise. C'est effectivement un mécanisme auquel on pense tout naturellement. Sauf qu'au Québec, comme je le disais plus tôt, c'est impossible d'intenter un tel recours pour les matières de logement. Même si l'action collective est en principe disponible dans tous les types de litiges civils, il n'y a pas une disposition qui limite l'action collective à certains domaines. Il existe quand même une exception quand un litige relève de la compétence exclusive d'un tribunal administratif ou d'un autre décideur. Et donc, c'est cette particularité-là qui, moi, personnellement, m'a un peu choqué et qui m'a fait poser certaines questions, justement. Donc, quelles sont les limites exactes de l'action collective au Québec? Qu'est-ce qui justifie qu'on accepte, en fait, que ces matières-là soient exclues de l'action collective? Et puis, qu'est-ce qui est l'impact de cette exclusion-là sur les droits des justiciables? Et finalement, comment on pourrait rectifier cette injustice-là? Comment on pourrait peut-être donner de meilleurs recours au niveau procédural aux personnes qui sont dans cette situation-là?
Et donc, ce sont les questions qui guident l'article que j'ai rédigé et qui guident aussi la présentation d'aujourd'hui. Donc, ici, je vous ai mis un petit plan là, de la présentation. Donc, tout d'abord, je vais faire un petit rappel concernant les actions collectives. Peut-être que plusieurs d'entre vous pratiquent en action collective ou connaissent déjà bien le mécanisme. Donc, ce sera un rappel pour vous. Mais je voulais m'assurer que les gens qui ont peut-être jamais eu affaire à ce mécanisme-là puissent aussi comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, je vais vous présenter l'affaire Veer, qui est un arrêt de la Cour d'appel du Québec de 2019, qui est vraiment le point de départ de ma réflexion. C'est en lisant cet arrêt-là que j'ai été justement un petit peu choqué de la situation. Comme on va le voir, là, c'est dans cette affaire-là que la Cour a confirmé qu'on ne peut pas intenter d'action collective pour les matières relatives au beau résidentiel. Dans un troisième temps, je vais vous parler des conséquences pour les justiciables de cet état de droit-là. Donc, quelles sont les conséquences pour leur accès à la justice, aussi pour les ressources judiciaires du système plus largement, et aussi pour la dissuasion de pratiques indésirables. Puis ça va nous faire un petit rappel justement des raisons d'être de l'action collective, pourquoi on a des actions collectives et pourquoi elles devraient être disponibles en matière de logement. Et finalement, je vais vous présenter quelques pistes de solutions, donc trois pistes de solutions plus précisément. Évidemment, il pourrait y en avoir d'autres également. Donc, si jamais vous avez des suggestions ou des idées, on pourrait également en discuter là, dans la période de questions. Donc, sans plus tarder, un petit rappel sur les actions collectives. L'action collective, qui s'appelait auparavant le recours collectif, c'est défini évidemment dans le Code de procédure civile du Québec à l'article 571 que j'ai mis ici à l'écran. Cette définition-là prévoit que l'action collective est le moyen de procédure qui permet à une personne d'agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres d'un groupe dont elle fait partie et de le représenter. J'ai mis en gras ici quelques éléments de la définition qui, à mon avis, sont les plus importants. Donc, premièrement, l'action collective, c'est simplement un moyen de procédure. Ça n'affecte pas du tout les droits substantiels des parties, bien que ça affecte évidemment leur rapport de force. Deuxième élément, le but de l'action collective, c'est de regrouper des actions individuelles dans un seul recours qui est mené par un représentant. Mais c'est important ici de distinguer l'action collective de certains autres mécanismes procéduraux qui permettent aussi le regroupement d'actions individuelles. Par exemple, on a l'article 91 du Code de procédure civile qui prévoit, et ici je vais vous citer un extrait, là, que plusieurs personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent mandater l'une d'elles pour agir en justice pour leur compte. Donc ça ici, c'est le mandat qu'on donne à quelqu'un pour intenter une action en justice en notre nom. On a aussi le second alinéa de l'article 210 du même code qui prévoit que le tribunal peut ordonner que plusieurs instances pendantes devant lui, entre les mêmes parties ou non, soient jointes pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve. Et ça, c'est la jonction d'instances. Par contre, dans ces deux cas-là, le demandeur doit connaître les autres demandeurs qui vont se joindre à son action ou à tout le moins être au courant de leur recours. Et dans certaines circonstances, c'est tout à fait possible, même en matière de logement. On pourrait penser que les voisins d'un même immeuble, comme ça s'est vu là, dans un immeuble proche du parc La Fontaine récemment, joignent leur recours, fassent valoir leur recours tous ensemble. Par contre, dans certains cas, c'est irréaliste quand le nombre de parties qui sont affectées est vraiment immense et qu'il y a peut-être une dispersion géographique là, qui fait en sorte que c'est impossible de les identifier. Et c'est précisément le cas dans la situation que je vous ai présentée plus tôt, la situation où il y a plusieurs personnes là, qui ne se connaissent pas nécessairement, qui vivent la même pratique. Et donc, c'est pour cette raison-là que l'action collective permet à une personne d'agir sans mandat pour le compte du groupe qu'elle compte représenter. Les actions collectives sont intentées vraiment dans des domaines variés, donc en théorie disponibles dans tous les domaines du droit civil, évidemment surtout en droit de la consommation, mais aussi en assurance, en responsabilité civile, plusieurs autres thèmes comme ça. Et je voulais vous donner aussi un petit portrait là, de l'état des actions collectives ces jours-ci, donc même après que j'ai rédigé l'article. En fait, c'est intéressant de voir que le mécanisme demeure quand même important au Québec. En 2020, on avait 98 actions collectives qui ont été intentées. Le nombre a évidemment baissé un peu suite à la pandémie. Je pense que c'est une hypothèse qu'on peut faire, là, que la pandémie a affecté le nombre d'actions intentées. Mais on voit avec les chiffres de 2013, 2023, pardon, que les nombres, le chiffre est revenu en fait un peu au même niveau qu'on avait avant la pandémie, un petit peu plus bas, à 81 actions qui ont été tentées en 2023.
Et peut-être que ça vous paraît pas beaucoup, 81 actions, comparativement aux centaines de milliers d'actions qui sont intentées chaque année au Québec. Mais évidemment, chacune de ces actions-là concerne des centaines, parfois des milliers ou même des millions de personnes. Et donc, essentiellement, à chaque année, là, presque chaque citoyen, citoyenne justiciable au Québec est visé d'une certaine façon par une action collective, parfois sans le savoir, mais tout de même, c'est un mécanisme qui affecte vraiment le Québec en entier là, à chaque année. Et donc, c'est un mécanisme qui est particulièrement important. Comme je le disais plus tôt, la raison d'être de l'action collective, c'est de regrouper là, des actions individuelles qui se prêteraient mal au recours de chaque personne, au recours individuel. Et là, je me suis dit que je vous donnerais simplement deux petits exemples de dossiers où clairement les personnes qui étaient affectées n'auraient jamais intenté une action individuelle pour faire valoir leurs droits et où l'action collective était donc essentielle. Le premier exemple a été très médiatisé parce qu'il s'est rendu jusqu'en Cour suprême. C'est l'affaire Marcotte et ça concernait la réclamation de certains frais de conversion que les banques n'avaient pas divulgués aux gens. Donc, par exemple, si vous allez à l'étranger, que vous payez des frais dans une autre devise, il y a certains frais qui vous sont facturés qui à l'époque n'étaient pas divulgués. Et la réclamation de chaque personne dans ce litige-là était environ de la hauteur de 2 dollars, des fois 4 dollars. C'était souvent des montants qui étaient infimes. Donc, évidemment, les gens ne seraient jamais allés devant les tribunaux individuellement pour faire valoir ce recours-là. L'action collective, par contre, a permis à ces gens-là d'obtenir leur dû et également de faire changer les pratiques des banques. Autre exemple, c'est l'affaire Rien d'eau qui s'est rendue jusqu'en Cour d'appel du Québec. Dans cette affaire-là, c'est un détaillant de meubles qui avait fait des publicités là, pour mettre de l'avant des options de crédit aux consommateurs. Et la loi sur la protection du consommateur empêchait ce type de publicité-là. Et donc, la Cour d'appel a conclu qu'il y avait eu violation là, de la loi, des dispositions de la LPC, mais il n'y avait pas vraiment de préjudice, en fait, que les gens avaient subi. Les gens avaient eu accès au crédit, puis il n'y avait pas eu vraiment de préjudice quelconque, là. Donc, les gens auraient potentiellement pu obtenir certains dommages nominaux devant les tribunaux. Et en fait, c'est ce que la Cour a ordonné, là, 10 dollars, pardon, en dommages punitifs à chaque membre du groupe, ce qui représentait quand même un montant important pour Bro et Martineau, mais ce qui n'était pas un montant très important pour les individus. Et donc, encore une fois, l'action collective a permis de faire valoir ces droits qui, sinon, auraient clairement pas fait clairement pas fait l'objet de recours individuels. Donc, c'est juste deux exemples comme ça, mais il y en a vraiment des dizaines d'autres. On peut prendre presque toutes les actions collectives là, où les droits en cause ne valaient pas vraiment la peine d'être mis de l'avant dans une action individuelle parce que les coûts associés au processus judiciaire étaient trop grands. Et donc, sans l'action collective, là, ces droits auraient tout simplement été abandonnés par les personnes qui étaient visées. Dernière petite slide de rappel en rafale. Donc, quelques rappels par rapport à l'action collective. Tout d'abord, il n'y a aucune disposition, là, comme je le disais, qui limite la disponibilité de l'action collective selon le domaine de droit qui est en cause ou les intérêts qui sont impliqués. Donc, en théorie, les gens peuvent faire valoir des actions collectives dans tous les domaines de droit. Évidemment, comme on va le voir, là, ce n'est pas tout à fait vrai en raison d'autres limites qui s'imposent. Deuxièmement, pour celles et ceux qui n'ont pas nécessairement agi en action collective, il faut savoir que l'action ne peut pas être intentée de la même façon qu'une action individuelle. Il faut évidemment la faire autoriser au préalable par la Cour supérieure et cette autorisation-là est prévue par les articles 574 à 75 du Code de procédure civile. Et il y a quatre grands critères là, qui doivent être considérés pour cette autorisation que je ne vais pas repasser en détail, mais qui sont ici à l'écran. Et finalement, un phénomène intéressant qui a vraiment pris de l'ampleur ces dernières années, c'est les actions pan-canadiennes et internationales. Donc, tantôt, je vous parlais de gens qui peut-être pouvaient faire valoir une réclamation pour des milliers d'unités de logement au Québec. En fait, si leurs propriétaires avaient des unités de logement partout au Canada et que le droit applicable était similaire dans toutes les provinces, à ce moment-là, on pourrait penser à une action qui vise vraiment toutes les unités au Canada, là, qui pourrait être beaucoup plus large que seulement le Québec. Donc, l'importance de l'action collective n'est pas limitée à la province, c'est beaucoup plus large, parfois pan-canadien et même international. Donc, voilà pour le petit rappel sur les actions collectives, sur le mécanisme procédural en question. Maintenant, passons au point de départ de ma réflexion, qui était vraiment l'affaire Veer, qui a été rendue là, par la Cour d'appel du Québec en 2019. Cette affaire-là a été intentée là, il y a plusieurs années. Elle s'est rendue en cour d'appel. Puis vous avez la référence là, sur l'écran.
Et puis, pour vous donner un petit résumé, là, c'est une affaire qui impliquait deux locataires, Mesdames Veer et Letourneau, qui vivaient dans l'immeuble que vous avez ici à l'écran. Je suis allé faire une petite capture d'écran sur Google Street View et qui les opposait à leurs propriétaires. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est un bâtiment qui, un peu comme ma mise en situation du début de la présentation, est assez grand. C'est un bâtiment imposant avec 300 logements. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les propriétaires sont des grandes sociétés immobilières qui possèdent aussi des milliers d'unités à Montréal, dans d'autres villes au Québec et même ailleurs au Canada. Donc, vous avez un peu un portrait là, des parties en cause dans ce litige-là. Les deux locataires, en fait, avaient intenté trois recours distincts. Donc, le premier recours, c'est Madame Veer qui contestait des frais de 200 dollars pour céder son bail. Et donc, c'était des frais que le propriétaire exigeait là, en cas de cession de bail. Et même si les frais étaient prévus dans le bail, selon Madame Veer, ça contrevenait à l'article 1872 du Code civil du Québec, qui prévoit que dans ces circonstances-là, le propriétaire peut seulement réclamer les dépenses raisonnables que la cession génère. Donc ça, c'était le premier recours. Deuxième recours, c'est Madame Letourneau qui poursuivait encore une fois son propriétaire pour avoir omis d'indiquer sur le bail le loyer que la locataire précédente avait payé. Vous le savez peut-être déjà, mais l'article 1896 du Code civil du Québec prévoit que le locataire doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le début du bail. Donc, c'était vraiment cette disposition-là qui était en cause dans le deuxième recours. Et enfin, dans le troisième recours, Madame Letourneau, encore une fois, réclamait une compensation des propriétaires qui auraient effectué des travaux majeurs dans l'immeuble, dans les aires communes plus précisément, sans avoir offert de compensation ni de diminution de loyer. Donc, ce sont des recours qui sont jusqu'à maintenant là, tout à fait ordinaires, que plusieurs locataires partout au Québec vivent au quotidien et qui habituellement se ramassent devant le tribunal administratif du logement. Mais la particularité de ce recours-là, je le redis depuis le départ, en fait, c'est que, comme la mise en situation du début, les propriétaires possédaient des milliers d'unités. Et leurs pratiques, en plus, semblaient uniformes. Donc, c'était des pratiques qui étaient appliquées là, vraiment dans tous leurs immeubles. Et donc, il y avait près de 6000 personnes, ou même plus, qui auraient pu faire les frais de ces pratiques-là et qui pouvaient donc être visées par des recours similaires. Et donc, devant la situation en question, Mme Veer et Les Tourneaux ont décidé non pas de déposer des recours individuels devant le TAL, mais bien une action collective devant la Cour supérieure du Québec. Et la raison pour laquelle elles sont allées en Cour supérieure du Québec, c'est l'article que j'ai mis ici à l'écran, l'article 33, deuxième alinéa du Code de procédure civile, qui nous dit que la Cour supérieure est seule compétente pour entendre les actions collectives et les demandes d'injonction. Et c'est ici que ça se complique, en fait, parce que l'action a été intentée devant la Cour supérieure et peu de temps après, les propriétaires, les défendresses, ont déposé une demande en rejet de cette action-là en se fondant sur un article qui, selon eux, excluait la compétence de la Cour supérieure. Et cet article-là, c'est la loi sur la régie du logement, désormais sur le tribunal administratif du logement, son article 28, premier paragraphe, qui définit la compétence justement du tribunal administratif du logement. Cette compétence-là, on nous dit là, en partie dans cet article-là que la régie, ou maintenant le tribunal, connaît en première instance à l'exclusion de tout autre tribunal, de toute demande relative au bail d'un logement, lorsque la somme ne dépasse pas le montant de la limite monétaire supérieure de compétences concurrentes de la Cour du Québec. Bref, si le litige normalement serait de la compétence de la Cour du Québec, mais concerne un bail de logement, on doit nécessairement aller devant le tribunal administratif du logement. La compétence en question, le concurrente, c'est 100 000 là, c'est ce qui est indiqué à l'article 35 du Code de procédure civile. Puis à l'époque, c'était une limite là, de 85 000 qui a été changée après des recours constitutionnels. Et donc, selon les défendeurs, la Cour supérieure ne pouvait pas entendre les recours parce qu'il était relatif à un bail de logement et tombait justement dans l'exclusion là, qui était prévue par cette loi. Et donc, seulement la Régie du logement pouvait entendre le recours. En réponse à cette demande-là, en rejet, Mesdames Veer et Les Tourneaux ont fait trois arguments. Donc, premièrement, ils ont affirmé que l'article 33 du Code de procédure civile, qui donne compétence à la Cour supérieure, devait avoir préséance sur l'article que je viens de vous citer. Deuxièmement, ils ont affirmé que leur demande, en fait, était de nature extra-contractuelle pour essayer de s'échapper justement de la compétence du tribunal.
Et troisièmement, il disait que l'action collective dépassait le 85 000 qui était la compétence de la Cour du Québec à l'époque, et donc que ça devait être entendu par la Cour supérieure, ce qui donnait ouverture à une action collective. Et donc, c'est ça que le litige visait à déterminer, laquelle des deux positions était la bonne. Et la Cour d'appel du Québec a rejeté ces trois arguments-là et a refusé d'autoriser les actions collectives, retournant Mesdames Veer et Letourneau là, à leur recours purement individuel. Je vais passer un tout petit peu le raisonnement de la Cour. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sous l'ancien Code de procédure civile, la Cour suprême avait déjà réglé la question. Elle avait conclu qu'il ne pouvait pas y avoir d'action collective quand un tribunal avait compétence exclusive. Puis, une affaire phare dans ce domaine-là, c'est l'affaire Bisaillon que la Cour suprême avait rendue en 2006. Et dans cette affaire-là, c'était là, un demandeur qui voulait exercer un recours collectif au nom des employés de l'Université Concordia qui avaient été affectés par des décisions sur leur régime de retraite. Et la majorité de la Cour avait conclu que la voie procédurale de l'action collective était impossible dans les circonstances parce que le recours relevait de la compétence exclusive d'un arbitre de grief qui avait été nommé en vertu des conventions collectives là, de l'université avec les employés. Et pour parvenir à cette conclusion-là, la Cour suprême a noté que l'action collective, c'est vraiment seulement un véhicule procédural. Ça ne change pas la compétence des tribunaux en cause. Et donc, on doit se référer aux articles là, qui définissent la compétence de chacune des institutions qui est visée. D'ailleurs, d'autres décisions québécoises avaient déjà confirmé cette interprétation-là dans d'autres domaines. Donc, il y avait eu des rejets d'actions collectives, là, d'actions collectives de médecins spécialistes qui sont assujettis à un conseil d'arbitrage, et aussi en matière fiscale où il y a des tribunaux spécialisés, là, comme la Cour canadienne de l'impôt. Donc, l'état du droit était assez clair en vertu de l'ancien Code de procédure civile. Et Mesdames Veer et Letourneau disaient que l'état du droit avait changé en vertu du nouveau code qui est entré en vigueur, qui a été adopté en 2014. Et donc, la question qui se posait, c'était de savoir si effectivement les nouvelles dispositions avaient changé la donne. La Cour d'appel a conclu que pas du tout. Donc, les nouvelles dispositions menaient au même résultat là, que sous l'ancienne jurisprudence. Comme on l'a vu, le nouveau code prévoit lui aussi que l'action collective est seulement un moyen de procédure. Donc, ça ne change pas les droits substantiels des parties et ça ne permet pas de contourner la compétence matérielle des tribunaux en cause. Par ailleurs, l'article 33 du nouveau code, qui reprend l'ancien article 1000 du Code de procédure civile, fait vraiment juste confirmer là, l'état du droit existant. Les commentaires du ministre confirment aussi que cet article-là ne vise pas à changer l'état du droit. Et donc, l'état du droit demeure le même malgré ce nouvel article-là qui confère compétence à la Cour supérieure en action collective. Et finalement, l'article 34, qui existait dans l'ancien code, qui disait finalement que la Cour du Québec n'avait pas compétence quand un recours était exercé en vertu du livre 9, qui était le livre sur les recours collectifs. Donc, c'était un article là, qui faisait finalement qui prenait les litiges qui autrement auraient été entendus en Cour du Québec et qui permettait à la Cour supérieure de les entendre sous la forme d'action collective. Cet article-là, dans l'article 35, là, a été repris lui aussi, a légèrement changé dans son libellé, mais le nouvel article prévoit une même réserve en ce qui concerne la Cour du Québec. Et ce que la Cour d'appel nous dit, c'est qu'il n'y a pas de réserve là, qui concerne d'autres tribunaux, comme le tribunal administratif du logement. Et donc, cette interprétation-là fait en sorte que l'état du droit qui avait été confirmé par la Cour suprême demeure le même en vertu du nouveau Code de procédure civile. Bref, dans tous les cas, l'état du droit n'a pas changé, puis Mesdames Veer et Les Tourneaux ne peuvent pas intenter leur action. Et donc, il fallait que la Cour détermine quelle était la nature des demandes, justement, de Mesdames Veer et de Les Tourneaux pour voir si elles tombaient sous la compétence du tribunal administratif du logement. La Cour, très simplement, a conclu qu'effectivement, c'était des demandes qui étaient relatives au bail d'un logement et que individuellement, leurs demandes entraient dans la compétence de la Cour du Québec, même si collectivement, les montants étaient supérieurs à 85 000 Ce que la Cour nous a dit, c'est que ce n'est pas le montant total des réclamations envisagées qui est pertinent pour déterminer le seuil monétaire d'un recours devant la Cour du Québec, le tribunal du logement ou la Cour supérieure, mais bien la réclamation de chacun des membres, puisque le représentant agit pour un ensemble de personnes qui font chacune valoir une demande individuelle. Et donc, la Cour d'appel rejette finalement le recours là, de Mesdames Veer et Letourneau.
Et comme la Cour d'appel leur a dit, en fait, dans le jugement, elle a dit, votre seul recours disponible, c'est de retourner devant la Régie du logement ou maintenant le tribunal et d'intenter vos demandes individuellement. Là, vous avez des droits, vous pouvez les faire valoir, mais c'est simplement impossible de le faire par action collective. C'est vrai que en vertu des règles du tribunal administratif du logement, il y a un article qui prévoit la possibilité d'une jonction. Donc, Mesdames Veer et Les Tourneaux auraient pu aller cogner aux portes de tous leurs voisins, tenter de joindre tout le monde à une action devant ce tribunal-là. Mais ici, c'était vraiment irréaliste, étant donné le nombre de personnes qui avaient été affectées, puis la difficulté de les identifier également. Et donc, il y avait vraiment seulement l'action individuelle devant la régie du logement là, qui était possible. Puis comme on l'a vu, c'est vraiment une voie qui est plus difficile, surtout pour les montants qui étaient en cause. Ça valait pas tout à fait la peine, je crois, d'aller devant la régie. Et j'ai fait une petite recherche au plumitif du tribunal administratif du logement et effectivement, Mesdames Veer et Les Tourneaux n'ont jamais tenté de recours individuel après avoir été rejetés par la Cour d'appel. Et donc, c'était vraiment soit l'action collective ou rien dans leur cas. Et donc, on pourrait dire que dans ce cas-là, il y a eu effectivement déni de justice parce que des droits qui auraient pu être avancés par action collective ont tout simplement été abandonnés. Pour terminer, on peut se demander si l'interprétation de la Cour d'appel là, du Québec est juste en droit. À mon avis, effectivement, ils sont parvenus à la bonne décision. L'article 33 du Code de procédure civile qui prévoit la compétence de la Cour supérieure en matière d'action collective est un peu ambigu parce que si on regarde simplement le libellé, on pourrait se dire effectivement la Cour supérieure a compétence en matière d'action collective. Par contre, il y a une réserve là, qui est prévue pour la Cour du Québec, comme je le mentionnais tantôt, qui permet à la Cour supérieure de se saisir d'actions collectives dans le cas où des litiges tomberaient autrement sous la compétence de la Cour du Québec. Donc, on peut, en matière d'interprétation, conclure que le législateur, étant donné qu'il a prévu spécifiquement cette réserve-là pour la Cour du Québec, mais qu'il ne l'a pas prévue pour d'autres tribunaux, comme les tribunaux administratifs, avait effectivement l'intention là, que les actions collectives ne puissent pas être intentées pour toutes les matières qui relèvent d'un tribunal administratif qui a compétence exclusive. Donc, malgré les ambiguïtés dans les articles du Code de procédure civile, ça semble assez clair que la conclusion de la Cour d'appel était effectivement juste. Les débats parlementaires que la Cour d'appel n'a pas mentionnés dans son arrêt, mais sont quand même intéressants en fait parce qu'ils confirment cette interprétation-là. Quand la loi sur les recours collectifs a été adoptée en 1978, la question s'est posée. Il y a certains parlementaires qui ont demandé au ministre, en fait, est-ce que l'action collective va être possible devant les tribunaux administratifs qu'on venait de créer à l'époque dans le sillage de la Révolution tranquille? Et dans le fond, ce que le ministre nous a répondu dans les débats parlementaires, qui évidemment ne sont pas déterminants, mais viennent renforcer l'interprétation qu'a fait la Cour d'appel du Code de procédure civile, c'est que le projet de loi 39, donc le projet de loi sur les recours collectifs, ne contient pas une espèce d'article universel qui ouvrirait l'ensemble des tribunaux administratifs aux recours collectifs. Donc, la question a été considérée. Elle n'a jamais été résolue pour permettre aux actions collectives d'être intentées dans ce contexte-là. Et donc, c'est assez clair là, que, effectivement, l'action collective est impossible quand une matière est réservée à un tribunal administratif de façon exclusive. Donc voilà le raisonnement de l'affaire Veer qui vraiment nous mène à la conclusion là, que les actions en matière de logement, c'est simplement de façon individuelle devant le tribunal administratif du logement. Maintenant, on peut se demander quelles sont les conséquences de cette conclusion-là, à la fois pour les justiciables et pour le système de justice. On le disait tantôt, moi je m'intéresse justement aux questions d'accès à la justice. Et puis, ce genre de déni de justice-là, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe. Et il y a des conséquences vraiment très importantes là, qui peuvent se rattacher à l'état du droit actuel. L'effet de cette décision-là, en fait, n'est pas limité seulement aux matières résidentielles, aux matières de baux de logement. En fait, cette conclusion-là, étant donné qu'elle s'applique de façon plus large à tout décideur qui a compétence exclusive, peut avoir des conséquences dans vraiment plusieurs domaines de droit.
Et donc, au Québec, comme on le sait, on a créé une multiplicité de tribunaux et de décideurs spécialisés qui ont une compétence exclusive dans plusieurs domaines, notamment les arbitres en matière de droit du travail, le Tribunal administratif du Québec, qui a compétence sur beaucoup de litiges entre les justiciables et l'administration gouvernementale, et les cours spécialisés en matière d'impôts, là, pour prendre seulement quelques exemples. Et donc, tous ces décideurs-là qui ont compétence exclusive sur les matières qui relèvent là, de leur domaine d'expertise, justement, on ne pourrait pas intenter d'action collective dans ces domaines-là. C'est encore plus grave lorsqu'on regarde le nombre de décisions qui sont rendues annuellement au Québec et la proportion qui est rendue en fait par les tribunaux administratifs. Donc, les derniers chiffres dont on dispose nous montrent que près de 70% des 100 000 décisions qui sont rendues annuellement au Québec sont des décisions rendues par les tribunaux administratifs. Donc, ils ont vraiment un rôle très important dans la vie quotidienne des citoyens et pourraient justement donner lieu là, à plusieurs actions collectives potentiellement. Encore plus largement, ce même raisonnement-là qui a été adopté par la Cour d'appel du Québec pourrait s'appliquer dans d'autres provinces. En fait, il y a des cours d'appel dans d'autres provinces là, qui sont parvenus à la même conclusion. Et donc, on se retrouve dans une situation où c'est non seulement au Québec, mais aussi partout au Canada là, qu'on a une situation où des gens ne peuvent pas faire valoir de façon collective leurs droits et se retrouveront donc à abandonner là, certaines réclamations qui ne sont pas d'un montant suffisant pour valoir une réclamation individuelle. Et donc, la conclusion de la Cour d'appel dans l'affaire Veer a vraiment une très grande portée, c'est très large, et c'est pour cette raison-là, à mon avis, que c'est important de se pencher sur les conséquences que ça a sur les justiciables. Il y a trois conséquences principales qu'on peut tirer là, de cet état du droit-là, de l'exclusion des actions collectives en matière administrative. La première conséquence, évidemment, c'est sur l'accès à la justice. L'action collective est très largement reconnue aujourd'hui comme étant un mécanisme procédural de justice sociale et ça permet de regrouper les intérêts diffus et fragmentés de plusieurs personnes qui sont justement peut-être non identifiables, qui sont géographiquement dispersées. Donc, ça permet de les regrouper même sans les connaître. Souvent, les gens préfèrent en fait ne pas avoir accès aux tribunaux pour plusieurs raisons. Donc, il y a certains obstacles qui font en sorte que les tribunaux sont inaccessibles pour le commun des mortels, surtout pour des réclamations de faible importance. Il y a évidemment des barrières financières, mais plus important encore, les données empiriques ont montré qu'il y a une certaine réticence à intenter des recours devant les tribunaux, parfois simplement parce qu'on ignore nos droits substantiels ou le préjudice qu'on a subi. Pour reprendre l'exemple du dépôt de 50 pour des clés, il y a beaucoup de gens au Québec qui connaissent tout simplement pas la règle là, qui empêche ce type de dépôt-là et donc ils vont jamais faire valoir leurs droits par ignorance de leurs droits substantiels. Il y a aussi des barrières linguistiques, par exemple avec l'immigration là, de plus en plus, des gens qui ne parlent pas nécessairement français ou anglais. Il y a des problèmes, des barrières linguistiques qui font en sorte qu'on peut ne pas vouloir aller devant les tribunaux ou ne pas connaître nos droits. L'âge aussi ou la santé peut jouer un rôle là, dans la décision des personnes d'aller devant les tribunaux ou non. Et finalement, il y a aussi des craintes de représailles parfois. Donc, poursuivre son propriétaire devant les tribunaux, c'est mettre son nom sur un jugement qui va être public par la suite. Et on a entendu souvent là, des propriétaires qui faisaient des recherches dans les banques de données pour voir si les locataires avaient intenté des recours par le passé. Dans un contexte de crise du logement, souvent, ça mène à une très grande difficulté de pouvoir se trouver un logement par la suite. Donc, c'est une véritable crainte là, fondée d'avoir des représailles si on fait valoir nos droits devant les tribunaux. Et il y a aussi une autre barrière, là, c'est l'aliénation du système de justice, c'est-à-dire que les gens se sentent intimidés par le système de justice, trouvent ça stressant, passer à travers d'un processus de justice, et donc pour ces raisons-là, plus psychologiques, décident de ne pas faire valoir leurs droits. Il y a aussi des enjeux financiers, comme je le mentionnais. Donc, les gens font un calcul coût-bénéfice quand ils décident d'intenter ou non un recours. Et pour des recours de faible importance, le 50 par exemple, le fait qu'on ait beaucoup de frais fixes à payer pour intenter notre recours sans nécessairement obtenir là, quelque chose en retour, ou si on obtient quelque chose, ça n'a vraiment pas valu la peine, ça fait en sorte qu'il y a vraiment un enjeu financier.
L'action collective permet de pallier un peu à toutes ces barrières-là. D'une part, les barrières psychologiques. L'action collective, puisqu'elle est menée par un représentant, permet d'éviter toutes les barrières psychologiques au fait d'intenter un recours individuel. Le nom de chaque personne ne se retrouvera pas sur le jugement à la fin du processus. On n'a pas besoin non plus d'être actif dans une action collective. On est représenté, là, puis on peut être tout à fait passif. Et donc, ça permet d'éviter justement les barrières psychologiques. Et au niveau financier, ça permet de répartir évidemment les frais fixes sur un plus grand ensemble de personnes, de rendre le recours potentiellement bénéfique et viable, en fait, qu'on puisse l'intenter devant les tribunaux. Et donc, ça permet de contourner aussi les barrières financières qui se rattachent au recours devant notre système de justice. Toutes ces barrières-là s'appliquent en droit du logement. Il y a des barrières psychologiques, il y a des barrières financières en matière de logement où les recours sont souvent de peu d'importance. Et même si la procédure devant le tribunal administratif du travail est un peu plus simple que devant les tribunaux de droit commun, ça reste quand même un recours qui est difficile, qui prend beaucoup de temps. Là. Vous le savez, il y a beaucoup de délais devant le tribunal administratif du logement et qui demande surtout de prendre du temps, de l'énergie, du stress pour faire valoir un recours. Donc, toutes ces barrières-là s'appliquent aussi dans le domaine du droit du logement. Et ça fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes, comme Mesdames Veer et Les Tourneaux, qui n'ont pas fait valoir leur recours en définitive, leur recours individuel devant le tribunal administratif du logement. Et puis enfin, c'est encore plus vrai tout ça quand il y a un déséquilibre dans le rapport de force entre les parties. Les grands propriétaires, là, comme ceux dont on parle depuis tantôt, souvent ce sont des plaideurs répétitifs. Donc ça, c'est un concept que la littérature scientifique a développé pour indiquer le fait que les plaideurs répétitifs, qui vont souvent devant les tribunaux, connaissent mieux le système de justice, savent mieux comment naviguer dans le processus et donc souvent offrent une meilleure défense en comparaison avec des individus là, qui entrent dans le système de justice pour la première fois. Puis souvent, ces individus-là, qui sont avec un rapport de force moindre, vont aussi se représenter eux-mêmes, alors que les compagnies auront des avocats dans bien des cas, ce qui fait en sorte que le rapport de force est encore plus déséquilibré. Dans ce contexte-là, l'action collective, qui est menée par des avocats, qui permet aussi d'avoir toute la force d'un groupe derrière soi, ça permet de rétablir quelque peu le rapport de force entre ces grandes compagnies, des plaideurs répétitifs, et des individus là, qui subissent un détriment de faible importance. Ce rapport de force-là, en fait, est très important dans le contexte actuel au Québec. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une crise du logement qui existe au Québec, qui fait en sorte que c'est très difficile de se trouver un logement et donc que les propriétaires ont un rapport de force plus grand lorsque vient le temps d'imposer certaines pratiques. Et c'est important aussi de noter qu'il y a plusieurs propriétaires de grande importance qui ont fait leur entrée au Québec. On a beaucoup le sentiment ou la vision peut-être un peu mythique qu'au Québec, la plupart des propriétaires de logements, ce sont des petits propriétaires qui sont habitants dans leur logement. C'est vrai que cette figure-là là, est la plus présente au Québec, donc des propriétaires de duplex et de triplex, par exemple. Mais de plus en plus, on voit des propriétaires résidentiels qui sont de très grande taille, qui viennent parfois d'ailleurs et qui contrôlent une grande portion du marché locatif. Donc, les dernières statistiques que j'ai réussi à trouver, c'est que 12% des propriétaires résidentiels du Québec contrôlent près de 60% du marché locatif, ce qui est très substantiel. Et la raison pour ça, en fait, c'est que 23% des unités locatives dans la province appartiennent à de grands propriétaires qui possèdent 50 unités ou plus. Et donc, le quart des unités locatives qui sont disponibles sont finalement des unités de grands propriétaires, des grands propriétaires de la sorte auxquels devaient se confronter Mesdames Veer et Les Tourneaux, et des grands propriétaires qui, justement, pourraient faire l'objet d'actions collectives si leurs pratiques sont uniformes à travers tous leurs immeubles. Et évidemment, ce n'est pas tous les propriétaires, même les grands propriétaires, qui adoptent des pratiques illégales. Il y a aussi des bons propriétaires dans le milieu du logement. Mais lorsque des propriétaires décident d'utiliser leur rapport de force pour adopter des pratiques illégales, bien, ils peuvent affecter des centaines ou des milliers de personnes sans nécessairement en subir les conséquences parce que justement, le recours en justice est vraiment difficile. Bref, pas avoir accès aux actions collectives en droit du logement, ça pose problème sur le plan de l'accès à la justice. Ça pose problème aussi au niveau des ressources judiciaires. Donc, c'est difficile pour les tribunaux de gérer des centaines de recours. Imaginez si les 6000 locataires qui ont fait l'objet des mêmes pratiques que Mesdames Veer et Les Tourneaux dans leur dossier
avaient chacun et chacune déposé une demande individuelle devant le tribunal administratif du logement. Les délais devant ce tribunal-là seraient encore pires. Ces actions-là ne procéderaient pas avant une très longue durée. Et ce serait très difficile institutionnellement pour le tribunal de gérer les recours avec les ressources dont il dispose actuellement. Évidemment, dans la vraie vie, c'est pas ça qui survient parce que, comme je le disais, les gens abandonnent leurs recours et donc le décrochage judiciaire qu'on identifie, surtout avec les recours de faible importance, permet aux tribunaux en fait d'éviter l'enjeu. Le système de justice ne se retrouve jamais avec 6000 actions individuelles concernant une même question. Donc, on évite un peu le problème, mais évidemment, c'est pas ça qu'on souhaite. On souhaite que les gens puissent faire valoir leurs droits, même quand c'est un litige de faible importance, aussi pour dissuader là, les pratiques indésirables. Donc, si on postule qu'on veut que les gens aient un recours véritable, il faut se demander quelle est la voie procédurale la plus efficace pour gérer ces recours-là. Et en la matière, vraiment, c'est l'action collective là, qui est le moyen le plus efficace. Comme la Cour suprême le notait, en fait, c'est un véhicule procédural qui permet de faire des économies de ressources judiciaires en évitant la duplication inutile de l'appréciation des frais et de l'analyse du droit dans chacun des dossiers individuels. Et ça, c'est bon, en fait, non seulement pour le système de justice dans son ensemble et évidemment pour les demandeurs là, qui bénéficient d'un plus grand rapport de force. Ça pourrait aussi sembler contre-intuitif, mais dans certains cas, c'est bon pour les défendeurs, en fait, parce que imaginons que les défendeurs ont raison, que c'est pas une pratique illégale qu'ils ont adoptée. C'est plus facile pour eux de se défendre contre une action qui règle la question entièrement pour l'ensemble du groupe visé que de se défendre de 6000 réclamations individuelles, par exemple. Donc, d'un point de vue de ressources judiciaires, l'action collective là, est beaucoup plus logique, y compris en matière de droit du logement. Et finalement, un autre problème que l'état du droit actuel cause, c'est au niveau de la dissuasion des pratiques indésirables. Évidemment, l'action collective, son premier objectif, c'est de permettre aux gens de faire valoir leurs droits, de se faire indemniser, mais ça a aussi comme deuxième objectif de dissuader les pratiques illégales en rendant la possibilité d'une action bien réelle pour les défendeurs. La Cour suprême disait dans son arrêt de Dutton, un passage très intéressant, il nous disait des personnes qui causent des préjudices individuels mineurs, mais répandus, pourraient négliger le coût total de leur conduite, sachant que pour un demandeur, les frais d'une poursuite dépasseraient largement la réparation probable. Et c'est justement la situation là, qui se pose dans des affaires comme les affaires Veer et Les Tourneaux, c'est-à-dire que le préjudice individuel est mineur, il est répandu, mais les propriétaires, dans bien des cas, savent qu'il n'y aura pas de poursuite qui va être intentée. La possibilité que justement les frais d'une poursuite dépassent largement la réparation probable et donc il n'y a aucun recours finalement qui est intenté ou très peu de recours qui sont réglés à faible prix. Et donc, il n'y a pas vraiment d'aspect dissuasif. Les droits dont bénéficient les locataires, dans le cas qui nous concerne, sont des droits là, dans le fond, qui souvent sont seulement des lettres sur du papier. Et donc, pour maintenir la confiance du public, même si une personne qui ne vit pas de préjudice majeur, là, ne pas pouvoir réclamer son 50 $ payé légalement, ça peut avoir un impact psychologique sur cette personne-là d'abord, qui va sentir qu'elle n'a pas de recours pour faire valoir des droits qu'elle a réellement. Puis, ça peut aussi avoir un impact sur le reste de la population, là, qui peut voir justement l'impossibilité généralisée de faire valoir des recours. Et les gens peuvent se mettre à penser que les lois n'ont plus vraiment d'effet, qu'il n'y a pas de justice, justement, qui peut être rendue dans ces situations-là. Et donc, c'est évidemment pas la situation qu'on veut là, qui se présente au Québec. Les actions collectives jouent un rôle pour justement dissuader les pratiques indésirables en permettant là, qu'un recours soit véritablement intenté. Et plus largement, ça permet aussi de rétablir là, une économie de marché qui fonctionne en s'assurant qu'il y a une compétition équitable, que les gens ne peuvent pas prendre, tirer avantage là, de leurs pratiques inéquitables ou illégales pour gagner un avantage concurrentiel dans le marché. Et donc, en empêchant les actions collectives en matière de droit du logement, on minimise aussi justement la possibilité là, de dissuader les pratiques indésirables. Donc, ça peut être souhaitable de permettre les actions collectives pour assurer ce rôle de dissuasion. Donc voilà les conséquences principales de l'état du droit, donc de l'arrêt de la Cour d'appel, qui, je le rappelle, était tout à fait justifié d'un point de vue de droit positif, mais qui pose quand même des problèmes sérieux du point de vue de l'accès à la justice, des ressources judiciaires et de la dissuasion de pratiques indésirables.
Maintenant, on passe à la dernière partie de la présentation qui vise finalement à identifier quelques solutions qu'on pourrait peut-être envisager pour rectifier la situation. Est-ce qu'on pourrait réformer notre régime d'action collective pour finalement permettre aux personnes comme Mesdames Veer et Letourneau de faire valoir leurs droits d'une façon plus efficace? Donc, on se met ici un peu dans les souliers du législateur. On tente d'imaginer là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour répondre à cette situation-là. Il y a trois solutions, à mon avis, qui sont envisageables. Donc, je vais les passer une par une par la suite, plus en détail. Mais très brièvement, donc, le premier mécanisme, c'est le renforcement des causes types. Le deuxième mécanisme que j'ai identifié, c'est élargir la compétence de la Cour supérieure pour lui permettre d'entendre des actions collectives en matière de logement. Et finalement, on pourrait aussi penser élargir la compétence des tribunaux administratifs pour leur permettre d'entendre des actions collectives de la même manière que la Cour supérieure du Québec. Donc, première solution, le renforcement des causes types. Les causes types, qu'est-ce que c'est? C'est une action individuelle qui est menée par une personne qui est affectée par une situation collective. Donc, cette personne-là va mener son recours individuel comme si c'était un recours là, qui la concerne seulement elle. Mais éventuellement, la décision qui va être rendue par l'effet du stare decisis, donc le fait que les autres tribunaux vont être liés par cette décision-là, et aussi par la force persuasive des décisions sur les défendeurs, ça peut mener à la modification de leur comportement. Par exemple, dans notre cas, les pratiques illégales qui étaient dénoncées là, par Mme Veer et les Tourneaux, potentiellement avec une cause type là, qu'elles auraient menée, potentiellement que le défendeur aurait pu modifier son comportement, cesser de charger les frais qu'il chargeait. Ça, c'est en théorie, ça fonctionne. En pratique, c'est un peu plus difficile, et surtout dans le contexte des tribunaux administratifs. Un point important, c'est qu'au Québec, il n'y a pas de stare decisis devant les tribunaux administratifs. Évidemment, les tribunaux administratifs vont citer leur propre jurisprudence, qui est persuasive, mais formellement, il n'y a pas de stare decisis qui est contraignant devant les tribunaux administratifs. Ce qui fait en sorte que l'effet d'une décision individuelle sur les décisions futures est beaucoup moins grand que si on était devant un tribunal de droit commun comme la Cour supérieure. Ce serait toutefois possible de renforcer les causes types en adoptant certains mécanismes là, qui donneraient un peu plus de mordant aux décisions individuelles que le tribunal rend, qui pourraient justement étendre les effets potentiels d'une action à d'autres personnes qui sont dans la même situation. Et ici, on peut se tourner vers les solutions qui ont été adoptées en Angleterre. Donc, en Angleterre, dans les recours civils, il y a ce qu'on appelle le Group Litigation Order, donc finalement une ordonnance de litige de groupe, si j'essaie de traduire le terme utilisé. Et essentiellement, ce que ça fait, une Group Litigation Order, quand le tribunal ordonne là, qu'il y ait ce mécanisme-là, c'est que ça crée un registre qui permet aux parties qui sont dans une situation similaire à la situation d'un demandeur dans le recours de se joindre à l'action qui a déjà été intentée et de bénéficier ultimement de la décision qui a été rendue. Dans certaines circonstances, c'est même possible de créer ce registre-là et de permettre l'inscription de certaines parties après que la décision ait été rendue. Et donc, dans les deux cas, ça permet finalement de prendre une cause type et d'étendre expressément ses effets aux tierces parties qui sont dans la même situation. L'avantage de considérer cette solution-là, c'est qu'elle pourrait se faire simplement par modification des règles de procédure du tribunal administratif du logement, sans qu'on ait besoin d'une intervention législative là, qui modifie complètement notre régime d'action collective. Donc, ce serait une des solutions les plus simples qu'on pourrait mettre en place très rapidement. Par contre, il y a plusieurs inconvénients qui se rattachent à cette solution-là, qui est finalement un petit peu insatisfaisante. Donc, premier inconvénient, ça impose évidemment le fardeau sur le premier demandeur individuel qui fait la réclamation, le test case, la cause type, qui doit payer les frais de justice, qui doit payer ses avocats aussi, si elle a des avocats, et qui peut avoir un succès mitigé et donc devoir payer là, des frais qui sont très importants pour faire valoir sa réclamation. Cette personne-là va bénéficier seulement de quelques dollars, peut-être, individuellement. Évidemment, elle va bénéficier à d'autres personnes aussi, mais elle a quand même un très grand fardeau à faire valoir là, pour passer à travers le processus. Le résultat de cet inconvénient-là, c'est qu'en Angleterre, on a remarqué que le taux de réclamation à travers ces registres-là, une fois qu'ils sont créés, c'est moins de 1%. Donc, il y a très peu de personnes qui font la démarche, en fait, là, de venir s'inscrire sur le registre, de vraiment bénéficier d'une décision qui a été intentée. Et le Global Litigation Order, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles, ça ne fonctionne pas tout à fait bien.
On peut présumer qu'au Québec, on aurait le même phénomène si on adoptait le même mécanisme. Pour quelle raison? Parce que ça s'apparente un petit peu au mécanisme en action collective de réclamation individuelle. Donc, parfois, on ordonne un recouvrement collectif en action collective si le montant est établi de façon suffisamment précise. On peut dire que les défendeurs vont devoir payer, par exemple, 20 millions de dollars et ensuite on le distribue de façon globale aux individus. Mais souvent, cette distribution-là va se faire justement de façon individuelle. Et parfois, quand on ne peut pas distribuer automatiquement le montant, on doit demander aux individus de faire une réclamation individuelle à la suite de l'action collective. Et là, vous voyez où je m'en vais un peu. C'est un peu similaire au mécanisme de Global Litigation Order. À ce moment-là, les gens doivent faire une action, poser une action réelle pour obtenir leur indemnisation. Et ce qu'on a remarqué au Québec, la professeure Piché, à l'époque, qui est maintenant juge, avait fait une étude empirique. Il avait conclu que le taux d'indemnisation dans ces cas-là est 2 fois plus faible. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui se prévalent de la réclamation individuelle quand une action collective là, prévoit une distribution des montants de façon individuelle. Et donc, on aurait le même obstacle finalement si on avait un mécanisme de type Global Litigation Order au Québec. On peut prévoir qu'il y aurait très peu de personnes, en fait, dans le cas des locataires, par exemple, là, qui se prévaudraient de ce mécanisme-là et qui s'inscriraient pour bénéficier d'une décision type qui aurait été rendue là, dans un cas individuel. Donc, c'est une solution que j'ai considérée, mais à mon avis, c'est une solution qui est un peu insatisfaisante. Ça donne une façade de mécanisme collectif, mais ce n'est pas tout à fait satisfaisant d'un point de vue empirique. Deuxième solution qu'on peut considérer, c'est d'élargir les actions collectives en matière, finalement, en cours supérieure. Donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on modifierait les règles et on permettrait à la Cour supérieure d'entendre non pas tout litige relevant des baux de logement, mais seulement les litiges en matière de logement qui prennent la forme d'une action collective. Donc ici, le véhicule procédural deviendrait un peu plus substantiel. Il donnerait finalement la possibilité de contourner la compétence matérielle du tribunal administratif du logement pour aller devant la Cour supérieure du Québec. L'effet concret dans notre cas, ça aurait été de permettre à Mme Veer et Mme Letourneau d'intenter leur recours, comme elles le souhaitaient, devant la Cour supérieure du Québec, même si normalement leur recours individuel le relevait de la compétence du TAL. Encore ici, il y a des avantages et des inconvénients à cette procédure-là. Premier avantage qu'on peut identifier, c'est l'expertise de la Cour supérieure. Hein. La Cour supérieure est habituée de gérer des actions collectives. Elle a même fait des changements opérationnels il y a plusieurs années pour avoir un groupe de juges, qui étaient 10 à l'époque, qui sont davantage maintenant. Un groupe de juges qui sont experts en autorisation d'actions collectives et qui sont capables de faire le suivi de ces dossiers-là de façon très efficace. Et donc, l'expertise de la Cour supérieure pourrait être mise à profit aussi en matière de logement. Et on aurait aussi potentiellement une impression de sérieux là, qui serait associée au processus. Une action collective devant un tribunal administratif, on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Le fait que ce soit la Cour supérieure là, qui s'occupe de l'action collective donne une certaine aura de sérieux à ce processus-là. Et c'est entre autres la raison pour laquelle, en France, le mécanisme qui s'apparente le plus aux actions collectives est intenté justement dans des tribunaux équivalents à nos cours supérieures et non dans des tribunaux inférieurs. Donc, il y aurait un avantage là, au niveau de l'impression, puis aussi au niveau du processus d'autorisation à aller en cours supérieure. Un autre avantage de cette solution-là, ce serait d'éviter les débats de compétences inutiles. Si toutes les actions collectives relèvent nécessairement de la Cour supérieure, bien à ce moment-là, dès qu'on utilise ce mécanisme-là, ce véhicule procédural, on peut aller devant cette cour-là et on n'a pas besoin d'avoir de débats très complexes sur la compétence matérielle. Par contre, si on permet aux décideurs administratifs d'entendre des actions collectives, on aura toujours ces débats de compétences entre est-ce que finalement ça relève du décideur administratif ou est-ce que ça relève plutôt de la Cour supérieure, un peu comme on avait dans l'affaire Veer, là, des débats de compétences qui vont jusqu'en appel, qui prennent beaucoup de ressources, qui prennent beaucoup de temps aussi pour les parties. Donc, élargir la compétence de la Cour supérieure permettrait d'éviter ce genre de débat de compétences. Par contre, il y aurait aussi des inconvénients. D'une part, les tribunaux administratifs existent pour une raison, notamment parce qu'ils ont une expertise dans la matière qui leur est déléguée. Prenons le tribunal administratif du logement. Il a une expertise certaine dans les matières résidentielles. À force de rendre des décisions dans le domaine, les juges administratifs connaissent le domaine, sont en mesure de faire bénéficier de cette expertise-là. Et donc, en matière d'action collective, les entendre devant la Cour supérieure
ferait en sorte qu'on perdrait un peu cette expertise-là. Peut-être qu'on tomberait sur un juge qui a une grande expertise en matière de logement, mais peut-être que ça ne serait pas le cas non plus. Donc, c'est un inconvénient qu'on peut dénoter. Et deuxième inconvénient de taille, qui est peut-être plus important en fait, c'est qu'on engorgerait aussi la Cour supérieure. Imaginez si tous les litiges qui relèvent de tribunaux administratifs pouvaient désormais être intentés sous forme d'action collective en Cour supérieure. On pourrait techniquement se retrouver non pas avec 90 litiges, actions collectives par année, mais peut-être 120, 130, qui sait jusqu'où ça pourrait aller. Et donc, ça mettrait vraiment une pression sur la Cour supérieure qui est déjà débordée, qui manque déjà de ressources. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, si on essaie de considérer cette solution-là, malgré ses inconvénients, il y a quand même des avantages. On peut se tourner encore une fois vers d'autres juridictions, notamment la Californie, où les tribunaux de droit commun peuvent effectivement entendre des actions collectives en matière qui sont normalement réservées aux tribunaux administratifs. Donc, le Code de procédure civile de Californie et les règles au niveau fédéral prévoient justement que même les demandes relatives normalement à un tribunal administratif peuvent être entendues devant les tribunaux de droit commun. Et il y a un exemple, en fait, de cas qui a été entendu là, en 2017 où une action collective, précisément en matière de logement, avait été intentée. Un cas très similaire au cas qu'on peut voir ici, notamment l'affaire Veer. Donc, c'était un propriétaire de très grande envergure qui avait 36 000 unités à travers la Californie. Et il avait comme pratique, dans toutes les unités de logement, de facturer des frais de retard qui étaient quand même assez importants. Donc, si on avait un retard de payer par un loyer, par exemple, un seul jour de retard, on devait payer 5 du total de ce loyer mensuel. Puis les loyers mensuels sont parfois assez élevés, donc c'est quand même une somme conséquente, ou un minimum de 50 dollars. Et donc, ces frais-là étaient présumément illégaux. C'était ce qui était énoncé là, dans l'affaire qui était déposée devant la Cour. Et l'action a été autorisée en vertu des règles fédérales, justement, ce qui a permis à des centaines de milliers de personnes, en fait, de bénéficier du résultat, parce qu'évidemment, il y avait 36 000 unités, mais aussi, il y avait plusieurs personnes qui avaient occupé ces unités-là. Donc, c'était vraiment un litige là, qui concernait des centaines de milliers de personnes. Et donc, l'autorisation dans ce cas-là nous montre que c'est possible d'envisager que des tribunaux de droit commun puissent, en matière de logement, gérer des actions collectives de façon tout à fait habituelle, comme elles le font déjà dans plusieurs autres domaines. Troisième solution maintenant, si on n'est pas tout à fait convaincu par la deuxième, c'est de permettre les actions collectives devant les tribunaux administratifs. Et donc, concrètement, ce que ça voudrait dire, c'est que l'affaire Veer, par exemple, aurait pu être entendue devant le tribunal administratif du logement, qui se serait doté d'une procédure d'action collective, qui aurait pu entendre, là, de la même manière que la Cour supérieure le fait, l'action dans cette affaire-là. Ça peut vous paraître étonnant parce que souvent, on ne voit pas nécessairement les tribunaux administratifs comme des institutions qui sont capables de gérer des actions collectives, simplement par les ressources qu'ils ont, par le processus qui est un peu différent aussi devant ces tribunaux-là. Et on est habitué au Québec que toutes les actions collectives soient entendues par la Cour supérieure. Donc, c'est un peu la solution vers laquelle on gravite tout naturellement. Et là, encore une fois, je suis allé dans les débats de 1978 pour voir qu'est-ce que le législateur à l'époque en pensait. Et le ministre qui a adopté la loi sur les recours collectifs a abordé la question encore une fois. Donc, il s'est fait poser la question, pourquoi n'ouvrez-vous pas tout de suite le recours collectif devant tous et chacun des tribunaux administratifs du Québec? Il faut se rappeler que les tribunaux administratifs venaient tout juste d'être créés. C'était vraiment l'époque foisonnante là, de la Révolution tranquille où on a créé tous ces tribunaux-là. Et donc, le ministre voulait être prudent. Ce qu'il a répondu, c'est qu'il a dit que ça avait été, dans un premier temps, notre intention. Donc, c'était l'intention de permettre des recours collectifs devant les tribunaux administratifs. Mais après en avoir discuté avec les présidents de ces tribunaux-là, on a convenu avec eux d'y aller par morceaux au fur et à mesure que l'ensemble de la procédure aurait pu être rodé. On a convenu, dès que ce sera possible, d'ouvrir par étapes et d'introduire le recours collectif devant chacun des tribunaux administratifs. Donc, l'intention initiale du législateur, c'était justement de retenir cette troisième solution. Ça fait maintenant quand même plusieurs décennies, mais c'était l'intention initiale que le législateur avait de permettre, devant les tribunaux administratifs, une procédure d'action collective. Cette intention-là s'est perdue avec le temps. On n'a jamais fait le changement législatif qui s'imposait pour mettre en œuvre cette solution-là.
Mais il en demeure pas moins que c'était une solution qui était envisagée. Et encore plus spécifiquement en matière de logement, le ministre aussi s'est fait poser la question, est-ce que les locataires vont pouvoir bénéficier de l'action collective? Et là, j'ai mis ici une citation là, du ministre justement qui nous disait que le ministre des Affaires municipales avait déposé un livre blanc sur les relations entre locataires et propriétaires. Et dans ce livre blanc-là, il était clairement indiqué que l'intention du gouvernement, c'était d'insérer le moment venu dans un projet de loi qui deviendrait une loi permanente des relations entre locataires et propriétaires, comme première étape d'ouverture sur un des tribunaux administratifs, le recours collectif. Donc, le ministre considérait que les relations locataires-propriétaires, c'était le domaine où on devrait ouvrir en premier l'action collective dans les tribunaux administratifs. C'est intéressant parce que l'intention s'est perdue avec le temps, mais quand on retourne dans notre histoire, on voit que c'est un mécanisme qui était tout à fait plausible là, pour les gens à l'époque. C'est donc une solution qui est prévue depuis le départ. Puis, en fait, l'action collective aujourd'hui, comme on le sait, c'est plus un moyen d'exception. C'est vraiment un remède ordinaire qui est très routinier devant les tribunaux. Et on a même déjà la perception, à la fois chez les auteurs, mais aussi dans la population, que ce mécanisme-là est déjà disponible dans toutes les matières civiles. Donc, ce ne serait pas un saut trop grand de l'étendre justement aux autres matières civiles, comme les matières de logement. Encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients à cette solution-là qui reflètent un peu ceux de la Cour supérieure que je mentionnais tantôt. Premier avantage, l'expertise administrative des tribunaux, notamment du TAL en matière de logement, et aussi les ressources. Ça peut sembler contre-intuitif parce que les tribunaux administratifs manquent eux aussi de ressources, mais ils ont quand même là, des ressources pour pouvoir gérer, chacun dans leur domaine d'expertise, des litiges de cette nature-là. Et dans bien des cas, peut-être que ça pourrait permettre justement de rassembler des litiges là, qui autrement prennent des ressources dans chaque dossier individuel devant le tribunal du logement. Inconvénients principaux de la solution proposée, c'est surtout le besoin de former en fait les juges administratifs sur l'autorisation. Évidemment, l'action collective a plusieurs particularités qui diffèrent d'un litige individuel. Donc, c'est nécessaire de former les juges sur ces différences-là. Évidemment, ce n'est pas un obstacle insurmontable. On forme nos juges dans bien des cas. Et donc, les juges pourraient apprendre là, à gérer des actions collectives, mais il faudrait quand même là, former les juges sur cette question-là. Et il faudrait potentiellement adapter aussi les règles de procédure des tribunaux administratifs pour prévoir justement toutes les étapes d'une action collective. Encore une fois, si on se tourne vers d'autres juridictions, il y a des juridictions qui ont adopté la même solution. Donc, en Angleterre, il y avait une recommandation en 2008 de créer une action collective générale, mais aussi des actions collectives spécialisées devant les tribunaux administratifs ou spécialisés, donc le Competition Appeal Tribunal ou même le Employment Tribunal. Et ce choix-là était motivé dans le rapport qui suggérait justement de faire ça par l'expertise et les ressources dont bénéficient ces tribunaux-là. Le législateur a adopté en 2015 le Consumer Rights Act, qui justement a créé une action collective devant le Competition Appeal Tribunal en matière de droit de la compétition, droit de la concurrence, qui n'est pas tout à fait en matière de consommation, mais qui est souvent, qui sert à traiter ces situations-là aussi. Donc, un tribunal spécialisé en Angleterre a le pouvoir d'entendre des actions collectives. Et aux États-Unis, on a aussi adopté la même solution. Donc, les agences et les tribunaux fédéraux étaient initialement très réticents à avoir des mécanismes de gestion collective des litiges, mais au fil du temps, ils ont développé leurs propres règles pour entendre ce qui s'apparente beaucoup à des actions collectives, notamment les bankruptcy courts, la Court of Federal Claims, ou ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est la Equal Employment Opportunity Commission, qui entend des actions collectives d'employés, justement, là, qui ont des griefs par rapport à la compétence de cette commission-là. Et donc, il y a des règles qui ont été développées, notamment par cette commission-là, pour entendre des class complaints, très similaires à des actions collectives, et finalement un processus là, qui s'apparente beaucoup aux règles de procédure fédérale pour ce qui est de l'autorisation de ces actions-là. Et depuis ce temps-là, le mécanisme a connu quand même un certain succès parce qu'il y a plusieurs dizaines d'actions collectives chaque année qui sont entendues par la Employment Equity Commission. Et donc, chaque agence a développé ses propres règles et on pourrait penser au Québec là, que chaque tribunal administratif pourrait aussi développer ses propres règles, une action collective qui correspond à sa compétence particulière. Mais évidemment, pour ce faire, il faudrait modifier l'article 33 du Code de procédure civile qui attribue pour l'instant compétence exclusive à la Cour supérieure en matière d'action collective.
Un dernier point qu'on pourrait se demander, c'est est-ce que c'est constitutionnel de donner les actions collectives aux tribunaux administratifs, de leur permettre d'entendre ces actions-là? Parce qu'évidemment, la Constitution prévoit une compétence fondamentale des cours supérieures et comme elle nous le rappelait en 2021, par rapport à la Cour du Québec, c'est impossible de retirer aux cours supérieures l'un des attributs de leur compétence fondamentale. Mais ici, à mon avis, ça ne poserait pas nécessairement problème comme les tribunaux nous l'ont rappelé à travers toutes les décisions, l'action collective est vraiment un moyen de procédure et non un moyen substantiel. Et donc, ça ne retire pas la compétence des cours supérieurs sur aucun litige d'aucune nature. C'est vraiment un mécanisme de procédure. Donc, ce sont des litiges qui seraient déjà entendus par exemple, par le tribunal administratif du logement. On ferait simplement les regrouper là, dans un véhicule procédural différent. Et donc, à mon avis, ça serait probablement conforme à ce que à ce que la Cour suprême nous a donné comme test pour déterminer la constitutionnalité de ce type de réforme-là. Et puis en ce qui concerne la limite monétaire, on a vu que la Cour d'appel nous dit que ce qui est pertinent, c'est les actions individuelles. Et donc ici, encore une fois, il y aurait peut-être une limite monétaire au niveau individuel là, des litiges que le tribunal administratif du logement pourrait entendre, mais ce serait la même limite monétaire qui s'applique déjà à sa compétence. Donc encore une fois, l'action collective ne changerait rien à ce niveau-là. Donc à mon avis, il n'y a pas d'obstacle constitutionnel là, à la solution qui est proposée ici. Très rapidement, là, si cette voie était suivie, vous aurez peut-être compris que c'est la voie que je préconiserais là, si c'était moi le législateur, ce qui n'est pas le cas. Donc, si on suivait cette voie-là, on devrait évidemment faire plusieurs changements. On devrait former les juges administratifs, comme je le disais tantôt. On devrait changer les règles de procédure pour prévoir la procédure d'action collective. Et on pourrait s'interroger sur d'autres changements aux règles de procédure aussi. Les appels, comme vous le savez peut-être, sont très limités en matière administrative. Donc, par exemple, le tribunal administratif du logement, ces décisions peuvent être portées en appel devant la Cour du Québec, mais avec des limites très grandes. Donc, peut-être qu'une action collective, ce serait une situation où on voudrait permettre un appel plus facilement là, d'une décision rendue, étant donné les conséquences de cette décision-là sur un très grand nombre de personnes. Et également, c'est pas une panacée, donc je favorise cette solution-là, mais je suis très conscient des problèmes qui viendraient aussi avec une action collective en matière administrative. Il y aurait des délais, des coûts. On a aussi besoin d'un avocat pour faire valoir cette procédure-là. Mais l'objectif ici, à mon avis, c'est vraiment d'offrir le choix au justiciable, qui pourrait toujours faire valoir son recours individuel s'il le préfère, mais qui aurait maintenant l'option d'avoir un recours collectif pour les questions qui s'y prêtent, aussi en matière de logement. Et donc, on arrive à la fin de la présentation, mais pour faire un petit récapitulatif, le Québec, depuis des décennies, est vraiment un précurseur en matière d'action collective. On est la première juridiction à avoir mis en œuvre ce mécanisme-là au Québec, au Canada en fait. Et donc, on est vraiment un précurseur. On était à l'avant-garde il y a plusieurs décennies. Et comme on l'a vu dans les débats parlementaires, le législateur avait de grandes ambitions pour l'action collective en matière administrative. Ces ambitions-là se sont perdues au fil du temps, malheureusement. Mais avec la crise d'accès à la justice qui frappe notre système aujourd'hui, je crois qu'on doit recommencer à considérer ces options-là, penser à l'opportunité de justement introduire une action collective en matière de tribunaux administratifs. C'est pas la seule solution qui va nous permettre de régler la crise d'accès à la justice, j'en suis bien conscient, mais cette crise-là n'a pas de solution unique. À mon avis, il faut préconiser plusieurs solutions différentes partout dans notre système de justice pour donner un meilleur accès à la justice. Et ici, je pense qu'on a une opportunité de faire un changement, somme toute relativement mineur, mais qui va donner vraiment une solution pour des gens qui sont dans la même situation que Mesdames Veer et Les Tourneaux. Et donc, repenser les limites des actions collectives dans ce contexte-là, c'est une solution parmi tant d'autres qu'on peut considérer pour rétablir les rapports de force qui, surtout en matière de logement, sont de plus en plus déséquilibrés dans le marché. Donc, l'action collective pourrait, à sa manière, permettre de rééquilibrer un petit peu ce marché-là au bénéfice des locataires. On peut envisager d'autres solutions, des recours pénaux, tout ça. Donc, je suis conscient là, des autres options qui s'offrent à nous. Mais selon moi, il est temps véritablement de considérer l'action collective en matière de logement et dans d'autres matières administratives. Puis j'espère qu'éventuellement le législateur inclura ce changement-là dans ses prochaines réformes d'action collective.